Je n'ai jamais imaginé que le pire moment de ma vie se produirait dans un salon rempli de fleurs blanches et de champagne glacé, entouré de 200 personnes vêtues de leurs plus beaux habits, souriant et célébrant l'amour. Mais c'est exactement là, au château de Maison, cet après-midi de mai à Paris, que ma belle-fille Céline a décidé de m'arracher de mon fauteuil roulant devant tous les invités et de crier que je feignais ma paralysie juste pour attirer l'attention et ruiner ses fiançailles. Ce qu'elle n'a pas remarqué, alors qu'elle me jetait contre la tour de champagne de 15 000 € qui s'est brisée autour de moi, c'est que quelqu'un avait déjà le téléphone à la main, composant le numéro de la police, et que ce geste impulsif allait révéler des secrets que notre famille gardait depuis des années. Des secrets qui changeraient tout à jamais. Laissez-moi revenir quelques heures plus tôt, quand je croyais encore que ce serait juste un autre jour difficile à avaler en silence. La matinée avait commencé avec la lumière dorée entrant par les fenêtres de mon appartement dans le Marais, le quartier que j'ai choisi pour vivre après la mort de mon mari Philippe, il y a 3 ans. J'étais assise dans mon fauteuil roulant, regardant la robe bleu marine que j'avais préparée pour la fête, celle que Philippe disait toujours qui faisait ressortir mes yeux. Ma soignante, Madame Rousseau, une dame haïtienne de 60 ans, aux mains fermes et au cœur encore plus ferme, m'aidait à m'habiller quand elle a abordé le sujet que j'évitais depuis des semaines. « Madame Brissac, êtes-vous sûre de vouloir aller à cette fête ? Après tout ce que cette jeune femme a déjà fait, après toutes les humiliations, vous allez encore lui donner la satisfaction de vous voir là-bas. » J'ai respiré profondément, sentant le poids de cette question. Céline, la fiancée de mon fils unique Théo, avait passé les 2 dernières années à me traiter comme si j'étais un obstacle, un poids mort qui insistait pour exister, juste pour gâcher ses plans, de construire une vie parfaite avec mon fils. Depuis l'accident de voiture qui m'a laissé paraplégique il y a 4 ans, peu après que Philippe soit mort d'une crise cardiaque foudroyante, ma vie s'est transformée en une séquence d'adaptation douloureuse et de regards de pitié. Mais rien n'a fait aussi mal que de voir mon propre fils s'éloigner de moi, semaine après semaine, influencé par les paroles venimeuses de Céline. Elle a toujours été subtile devant Théo, toujours avec ce sourire répété de quelqu'un qui se soucie, mais quand nous étions seuls, ses vraies couleurs apparaissaient. Ne pensez-vous pas qu'il est temps d'envisager une maison de retraite, Agnelli ? Théo doit vivre sa vie. Il ne peut pas s'inquiéter pour vous éternellement, avait-elle dit 3 mois plus tôt, lors d'un déjeuner en famille, avec ce ton condescendant qui faisait bouillir mon sang. Mais j'ai avalé ma colère, comme je le faisais toujours, parce que je ne voulais pas créer plus de conflits entre elle et mon fils, parce que j'avais encore l'espoir qu'un jour, Théo verrait qui elle était vraiment. Madame Rousseau a fini d'attacher mes cheveux grisonnants en un chignon élégant et a tenu mon visage avec délicatesse. « Vous êtes plus forte que vous ne l'imaginez, madame. Allez à cette fête et montrez-leur que vous êtes toujours là, toujours debout, même assise dans ce fauteuil. » Ces paroles m'ont donné le courage dont j'avais besoin. J'ai pris mon sac vintage Hermès, celui que Philippe m'avait offert pour notre 30e anniversaire de mariage, et nous sommes sortis de l'appartement vers ce qui serait le jour le plus dévastateur et révélateur de ma vie. Le château de Maison était impeccable, comme toujours. Les hortensias blancs décoraient chaque coin du salon principal et les tables étaient dressées avec de la porcelaine et des cristaux qui brillaient sous les lustres immenses. Quand je suis arrivée, Théo est venu à ma rencontre avec ce sourire à moitié forcé que je connaissais si bien. Celui qu'il utilisait quand il essayait d'être poli, mais préférait être n'importe où ailleurs. « Maman, c'est bien que tu sois venue, » dit-il, embrassant mon front rapidement, comme quelqu'un qui remplit un protocole. « Céline sera heureuse de te voir. » Je savais que c'était un mensonge, mais j'ai hoché la tête et l'ai laissé m'emmener à une table dans le coin du salon, loin de la piste de danse, loin du centre de l'attention, exactement où Céline voulait que je sois, invisible et silencieuse. La fête était belle, je dois l'admettre. Céline avait bon goût pour les événements. Elle avait ce talent de créer des décors dignes de magazines, mais il manquait de chaleur humaine dans tout ce qu'elle touchait. Les invités riaient, trinquaient, dansèrent la valse au son d'un quatuor à cordes, pendant que j'observais tout de ma table isolée, me sentant comme une intruse à la fête de mon propre fils. C'est alors que je l'ai vu s'approcher avec cette robe de mariée blanc cassé qui devait avoir coûté une fortune,
le visage maquillé à la perfection, les yeux bleus froids fixés sur moi. « Agnelli, quelle surprise que vous soyez venue !» dit-elle, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je disais justement à Théo que ce serait peut-être trop fatigant pour vous, compte tenu de votre condition. » Ce mot, condition, toujours dit avec tant de mépris, comme si j'étais une maladie contagieuse. Alors que vous m'écoutez maintenant, je sais que beaucoup d'entre vous comprennent ce que c'est de sentir que votre voix n'a plus d'importance, que votre présence dérange au lieu de réjouir. Si cette histoire touche votre cœur d'une manière ou d'une autre, si vous aussi vous vous êtes déjà senti invisible ou dévalorisé, laissez un commentaire me disant d'où vous m'écoutez. Votre présence ici signifie plus que vous ne l'imaginez. Et qui sait si nos histoires ne se croiseront pas de manière que nous ne comprenons pas encore. Céline est restée là, debout devant moi, et j'ai remarqué quelque chose de différent dans ses yeux ce jour-là. Une agitation, une anxiété qui n'était pas normale. « Vous savez, Agnelli, je réfléchissais, » continua-t-elle, baissant la voix pour que seul moi puisse entendre. « Peut-être qu'après le mariage, il serait mieux que vous envisagiez vraiment cette résidence dont je vous ai parlé, la maison de repos Saint-Cloud. C'est un endroit magnifique, avec des infirmières 24 heures sur 24, et Théo pourrait vous rendre visite quand il le voudrait, sans le fardeau de devoir s'occuper de vous. » Mon cœur s'est serré. La voilà encore, essayant de m'éloigner de mon fils, de m'isoler, de me faire sentir comme un poids dont il fallait se débarrasser. Mais quelque chose en moi a refusé d'accepter cela en silence cette fois. « Céline, je ne vais nulle part, » répondis-je avec une fermeté dans la voix qui m'a surprise. « Théo est mon fils, et j'ai tout à fait le droit d'être présente dans sa vie, où que ce soit. » J'ai vu son visage changer, le masque de politesse se fissurer légèrement. « Pensez-vous vraiment qu'il vous veut près de lui, Agnelli ? Pensez-vous vraiment qu'une femme dans votre condition ait quelque chose à offrir au-delà de la culpabilité et de l'obligation ?» Chaque mot était un coup de poignard, mais j'ai maintenu mon regard fixé sur elle, refusant de montrer de la faiblesse. C'est à ce moment que quelque chose d'inattendu s'est produit. Théo s'est approché avec une coupe de champagne à la main et a demandé si tout allait bien, et Céline, avec une rapidité impressionnante, a transformé son expression furieuse en un sourire angélique. « Tout est parfait, mon amour. Ta mère et moi parlions juste de combien la fête est belle. » Théo m'a regardé, attendant confirmation, et j'ai juste hoché la tête, parce que pourrais-je dire là, à ce moment, qui ne semblerait pas être du désespoir ou de la jalousie d'une belle-mère aigrie ? Il s'est éloigné à nouveau, et Céline s'est penchée sur moi, son parfum cher envahissant mon espace, et a murmuré d'une voix glaciale. « Vous allez regretter de m'avoir défié, Agnelli. Aujourd'hui même, devant tout le monde, je vais montrer qui vous êtes vraiment. » Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire à ce moment-là, mais j'ai senti un frisson parcourir mon dos. Céline s'est éloignée d'un pas déterminé, et je suis restée là, essayant de traiter la menace voilée, essayant de comprendre ce qu'elle tramait. La fête a continué, les discours ont commencé, et j'ai essayé de me concentrer sur les belles paroles que les amis de Théo disaient sur le couple, mais mon esprit était inquiet, alerte, pressentant que quelque chose de terrible allait se produire. C'est alors que Céline est montée sur la petite scène installée dans le salon et a pris le microphone, sa robe blanche brillant sous les lumières, son sourire rayonnant d'une confiance troublante. « Chers amis et familles, » commença-t-elle, avec cette voix douce et contrôlée que je connaissais si bien. « J'aimerais porter un toast spécial en ce moment si important de nos vies. » Tous ont levé leur coupe, attendant les mots traditionnels de gratitude et d'amour. Mais d'abord, je dois parler de quelque chose qui me dérange depuis longtemps, quelque chose que je pense que vous tous méritez de savoir. Mon estomac s'est retourné. Elle me regardait directement et j'ai su, à cet instant, que j'étais la cible de ce qui allait venir. Beaucoup d'entre vous connaissent la mère de Théo, Agnelli, qui est ici avec nous aujourd'hui dans son fauteuil roulant, une femme que tous croient avoir subi un terrible accident et perdu l'usage de ses jambes. Le silence dans le salon est devenu dense, lourd. Théo a regardé Céline avec confusion, ne comprenant pas où elle voulait en venir. « Mais ce que vous ne savez pas, » continua Céline, sa voix maintenant plus haute, plus accusatrice, « c'est qu'Agnelli feint cette paralysie depuis des années. Tout pour garder mon fiancé attaché à elle, pour le faire se sentir coupable et obligé de s'occuper d'elle éternellement.
Un murmure de choc a parcouru la foule. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. « C'est un mensonge !» ai-je crié, ma voix sortant tremblante mais ferme. « Céline, comment osez-vous » Mais elle a continué, implacable, descendant de la scène et marchant vers moi d'un pas décidé. « J'ose parce que j'ai des preuves, » dit-elle, s'arrêtant juste devant moi avec tous les regards fixés sur nous. « Je vous ai vu, Agnelli. Il y a 3 semaines, quand vous pensiez être seule dans votre appartement, je suis passée pour déposer des documents pour Théo et j'ai regardé par la fenêtre. Vous étiez debout, marchant dans le salon, prenant un livre sur l'étagère. Mon cœur a presque cessé de battre. C'est absurde, ai-je protesté, mais ma voix faiblissait parce que je savais qu'elle était sur le point de tout détruire. Vous inventez cela pour m'humilier. Théo s'est approché, le visage pâle, les yeux pleins de confusion et de peur. Maman, est-ce vrai? Tu peux marcher? J'ai regardé mon fils, cet homme que j'avais porté dans mon ventre, que j'avais élevé avec tant d'amour et de dévouement, et j'ai vu le doute dans ses yeux, j'ai vu qu'il envisageait de la croire. Théo, je jure sur tout ce qui est sacré, je ne peux pas marcher. Elle ment, elle essaie de m'éloigner de toi. Mais Céline ne s'est pas arrêtée. Elle s'est accroupie devant moi, ses yeux bleus brillants d'une cruauté qui m'a fait trembler. Alors, prouvez-le, Agnelli. Si vous ne pouvez vraiment pas marcher, cela ne vous dérangera pas que je fasse ceci. Et avant que je puisse réagir, avant que quiconque puisse intervenir, elle a saisi mes bras et m'a tiré avec force du fauteuil roulant. Je n'ai pas eu le temps de me retenir, pas eu le temps de crier. Mon corps a été projeté en avant et je suis tombé directement contre la tour de coupe de champagne, montée à côté de la table principale. Le bruit était assourdissant, le verre se brisant en 1000 morceaux, le liquide glacé trempant mes vêtements, mon visage, mes cheveux. La douleur a été immédiate et aiguë, des éclats de cristal coupant ma peau. Mais pire que la douleur physique était l'humiliation. C'était le silence absolu qui a suivi. C'était de voir 200 personnes me regarder, allongée au sol, ensanglantée et détruite. Céline était debout, à côté de moi, haletante, comme si elle-même était choquée par ce qu'elle venait de faire. Mais ses yeux portaient encore cette conviction troublante qu'elle avait raison. « Vous voyez » cria-t-elle à tous, me pointant du doigt au sol. « Elle ne s'est pas levée, parce qu'elle ne veut pas, parce qu'elle préfère continuer à faire semblant pour nous garder tous prisonniers de sa culpabilité. » Théo était paralysé, ne sachant que faire, ne sachant qui croire. Mais c'est alors que j'ai entendu une voix ferme venant du fond du salon. La police est déjà en route. C'était Madame Rousseau, qui avait tout vu, qui avait le téléphone à la main, les yeux pleins de larmes, mais le visage déterminé. Et j'ai filmé chaque seconde de ce que cette femme vient de faire. Ce que Céline ne savait pas, ce qu'elle n'aurait jamais pu imaginer alors qu'elle me jetait sur ce sol de marbre froid, c'est que ce moment de cruauté allait révéler une vérité bien plus grande, une vérité que j'ignorais moi-même, et qui changerait non seulement la fête de fiançailles, mais le destin de nous tous de manière que même moi je ne pourrais pas prévoir dans cet instant de douleur et de verre brisé. Le trajet jusqu'à l'hôpital Saint-Louis fut un brouillard de douleur et de confusion, avec les ambulanciers vérifiant mes signes vitaux pendant que Madame Rousseau serrait ma main avec force, murmurant des mots de réconfort qui parvenaient à peine à pénétrer le choc qui s'emparait de moi. Les coupures des éclats de cristal n'étaient pas profondes, mais elles étaient nombreuses, de petites fentes dans ma peau qui brûlaient avec la solution antiseptique qu'ils appliquaient. Mais rien de tout cela n'importait autant que l'image qui ne quittait pas ma tête, l'image de Théo debout dans ce salon, sans bouger un muscle pour m'aider, sans confronter Céline, me regardant simplement avec ses yeux remplis de doute et de déception, comme si j'étais réellement capable de feindre une paralysie pendant des années juste pour le manipuler. Quand nous sommes arrivés aux urgences, une équipe médicale attendait déjà, et j'ai été immédiatement conduite dans une salle d'urgence où ils ont commencé à traiter les blessures et à faire des examens neurologiques de routine. C'est là, allongée sur ce brancard d'hôpital avec l'odeur de désinfectant envahissant mes narines, que la docteure Camille Dubois est entrée dans la salle, une neurologue que je n'avais jamais vue auparavant, mais dont le nom figurait sur la planchette que l'infirmière portait. C'était une femme d'une 50aine d'années,
avec des cheveux châtains courts et des lunettes à monture fine, et il y avait quelque chose dans sa manière qui inspirait une confiance immédiate. « Madame Brissac, je suis le docteur Dubois, dit-elle, d'une voix calme mais professionnelle. J'ai été appelée parce que l'hôpital veut faire une évaluation complète de votre état neurologique, surtout après ce qui s'est passé aujourd'hui. » J'ai hoché la tête, trop épuisée pour protester, et elle a commencé à faire une série de tests, vérifiant mes réflexes, me demandant d'essayer de bouger mes orteils, appliquant une pression sur différents points de mes jambes. C'est pendant ces tests que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Quelque chose que je ne pouvais moi-même pas comprendre. Quand la docteure Dubois a appliqué un stimulus électrique léger sur mon pied gauche, j'ai senti, pour la première fois en 4 ans, une sensation de picotement remontant ma jambe. Mes yeux se sont écarquillés et la médecin a remarqué ma réaction immédiatement. « Madame Brissac, vous avez senti cela ?» demanda-t-elle avec une urgence contenue dans la voix. « J'ai senti, » répondis-je, croyant à peine mes propres mots. C'était faible, mais j'ai senti quelque chose. La docteure Dubois a immédiatement appelé un autre neurologue et ensemble, ils ont commencé une batterie d'examens plus complexes, des IRM, des tomodensitométries, des tests de conduction nerveuse qui ont duré des heures. Pendant que j'étais transportée d'une machine à l'autre, Madame Rousseau est restée à mes côtés, tenant ma main chaque fois que possible, murmurant des prières en créole qu'elle savait me calmer, même sans que je comprenne complètement les mots. Ce n'est que lorsque je suis revenue dans la chambre privée qu'ils avaient préparée pour moi que la docteure Dubois est entrée à nouveau, cette fois avec une expression qui mêlait surprise et prudence. « Madame Brissac, je dois vous dire quelque chose d'extraordinaire, » commença-t-elle, tirant une chaise pour s'asseoir à côté de mon lit. « Les examens que nous avons faits aujourd'hui ont révélé que votre moelle épinière, qui a été endommagée dans l'accident d'il y a 4 ans, montre des signes de régénération neurale. C'est quelque chose d'extrêmement rare, mais possible. Le traumatisme que vous avez subi aujourd'hui, la chute, l'impact, semble avoir stimulé des terminaisons nerveuses qui étaient endormies. Je la regardais sans comprendre complètement. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demandai-je, ma voix sortant tremblante. « Cela signifie qu'il existe une possibilité, encore petite mais réelle, que vous puissiez récupérer partiellement la mobilité de vos jambes avec un traitement intensif de physiothérapie et de rééducation neurologique. » Le monde s'est arrêté pendant un moment. Il y a 4 ans, quand les médecins m'ont dit que je ne marcherais plus jamais, que la lésion de ma moelle épinière était permanente et irréversible, j'avais fait la paix avec cette réalité. J'avais appris à vivre dans le fauteuil roulant, j'avais reconstruit ma vie autour de cette nouvelle condition. Et maintenant, cette médecin me disait que peut-être, juste peut-être, il y avait une chance que je puisse à nouveau sentir mes jambes, que je puisse à nouveau marcher. Mais pourquoi personne n'a jamais détecté cela auparavant ? Demandai-je, essayant de traiter l'information. Parce que la régénération neurale est un processus lent et imprévisible, expliqua-t-elle. Cela peut prendre des années pour que les fibres nerveuses se reconnectent de manière qui permette une certaine fonction. Et sans les examens spécifiques que nous avons faits aujourd'hui, sans le stimulus du traumatisme, cela n'aurait peut-être jamais été découvert. Madame Rousseau a commencé à pleurer à mes côtés, des larmes de joie coulant sur son visage. « Madame, c'est un miracle », dit-elle, serrant ma main avec force. Mais j'étais encore en train de traiter, encore en train d'essayer de comprendre ce que cela signifiait pour ma vie, pour ma relation avec Théo, pour tout ce qui s'était passé cet après-midi horrible. « Docteur Dubois, combien de temps cela prendrait-il ? Combien de temps de traitement avant de savoir si je peux vraiment marcher à nouveau ?» demandai-je. « C'est difficile à préciser, » répondit-elle honnêtement. « Cela peut prendre des mois, peut-être 1 an de physiothérapie intensive. Et je ne peux pas garantir que vous récupériez complètement la mobilité. Cela peut être seulement partiel, il se peut que vous ayez besoin de support ou de béquilles. Mais il y a de l'espoir, Madame Brissac. Et dans mon expérience, l'espoir est un ingrédient puissant dans la récupération. » J'ai fermé les yeux, laissant cette information pénétrer profondément. Et c'est alors que l'ironie cruelle de tout cela m'a frappé avec une force totale. Céline m'avait accusé de feindre ma paralysie, m'avait humilié publiquement et m'avait jeté contre cette tour de cristal pour prouver que je mentais, alors qu'en réalité, sans le savoir, elle avait déclenché le processus qui pourrait me faire marcher à nouveau.
Elle avait essayé de me détruire, mais peut-être m'avait-elle fait le plus grand cadeau que je pouvais recevoir. La question maintenant était, qu'allais-je faire de cette information? Allais-je le dire à Théo immédiatement? Allais-je dire à Céline qu'elle, ironiquement, pourrait avoir été responsable de ma récupération? C'est Madame Rousseau qui m'a ramené à la réalité quand elle a demandé « Madame, votre fils est là dehors. Il est arrivé il y a une demi-heure et demande à vous voir. Que voulez-vous que je lui dise ?» Mon cœur s'est serré. Théo était là finalement, mais combien de temps avait-il mis à décider de venir? Combien d'heures s'étaient écoulées depuis que Céline m'avait jeté au sol jusqu'à ce qu'il ait la décence d'apparaître à l'hôpital? « Laissez-le entrer, » répondis-je, ma voix plus ferme que je ne l'espérais. « Mais d'abord, aidez-moi à m'asseoir correctement. Je veux être composée quand je lui parlerai. » Théo est entré dans la chambre avec des pas hésitants, le visage pâle et les yeux rouges de quelqu'un qui avait pleuré ou était sur le point de pleurer. Il portait encore le costume des fiançailles, mais la cravate était desserrée et il y avait des taches de champagne sur la chemise. « Maman, » commença-t-il, la voix se brisant, « je suis désolé, je suis tellement désolé pour tout. » Il s'est approché de mon lit, mais a maintenu une distance sûre, comme s'il ne savait pas s'il avait la permission de s'approcher davantage. « Tu es désolé pourquoi exactement, Théo ?» demandai-je, et il y avait une dureté dans ma voix que je ne reconnaissais pas moi-même. Pour avoir mis si longtemps à venir? Pour être resté immobile pendant que ta fiancée m'agressait? Pour avoir douté de moi? Il a baissé la tête, incapable de me regarder dans les yeux. J'étais en état de choc, maman. Je ne savais pas quoi penser, quoi faire. Céline était si convaincue, si certaine de ce qu'elle disait, et je. Il s'arrêta, avalant difficilement. J'ai commencé à me demander s'il y avait une possibilité que ce soit vrai. Si peut-être tu cachais vraiment quelque chose. Ces mots ont fait plus mal que toutes les coupures de cristal réunies. Mon propre fils, le garçon que j'avais élevé, que j'avais aimé inconditionnellement, admettait qu'il avait envisagé de croire que j'étais capable d'une manipulation aussi cruelle et élaborée. « Théo, regarde-moi » ordonnai-je, et il leva finalement les yeux. J'ai passé 4 ans dans ce fauteuil roulant. 4 ans à apprendre à vivre avec une douleur qui va au-delà du physique. Une douleur d'avoir perdu mon mari et ma mobilité presque en même temps. Et toi, mon fils unique, tu me dis que tu as envisagé de croire que je ferais semblant de tout cela, que je gaspillerais des années de ma vie juste pour te manipuler? Des larmes ont commencé à couler sur son visage. Je ne voulais pas y croire, maman. Mais Céline était si convaincante, elle a dit qu'elle avait vu, qu'elle avait des preuves. « Et où sont ces preuves ?» interrompis-je. A-t-elle présenté une vidéo, une photo, une preuve concrète au-delà de sa parole? Théo est resté silencieux, et j'ai vu la compréhension douloureuse apparaître sur son visage. « Non, » admit-il finalement. Elle n'a rien montré. Elle a seulement dit qu'elle avait vu. « Et malgré cela, tu as douté de moi ?» répondis-je, laissant ces mots peser dans l'air. Même sans aucune preuve, tu as choisi de considérer la parole d'une femme que tu connais depuis 2 ans plutôt que celle de la mère qui t'a élevé seule après la mort de ton père, qui a toujours été à tes côtés. La culpabilité sur le visage de Théo était palpable et une partie de moi voulait le réconforter, voulait dire que tout allait bien, mais une autre partie, une partie plus forte, savait que je devais le laisser sentir le poids de ce qu'il avait fait. C'est alors que Madame Rousseau, qui était restée silencieuse dans le coin de la chambre, a décidé d'intervenir. « Monsieur Théo, votre mère a failli mourir aujourd'hui, pas à cause des blessures, qui grâce à Dieu n'étaient pas graves, mais à cause de la trahison de voir son propre fils hésiter à la défendre. » Théo s'est tourné vers elle, surpris par la dureté dans les mots de la soignante. « Et il y a plus, » continua-t-elle, prenant son téléphone. « J'ai filmé tout ce qui s'est passé dans le salon. Chaque mot que votre fiancée a dit, chaque mouvement qu'elle a fait. Et j'ai déjà envoyé cette vidéo à la police. Parce que ce qu'elle a fait n'était pas seulement cruel, c'était une agression physique. » Le visage de Théo est devenu encore plus pâle. « La police ?» répéta-t-il, comme s'il ne pouvait pas traiter l'information. « Madame Rousseau, cela va détruire Céline. Cela va tout ruiner. Cela va faire justice, corrigea-t-elle fermement.
Votre fiancé a agressé une femme sans défense dans un fauteuil roulant devant 200 témoins. Les conséquences de cela sont sa responsabilité, pas la nôtre. J'ai observé mon fils traiter cette information. J'ai vu le conflit interne le déchirer de l'intérieur. Il aimait Céline, ou du moins pensait l'aimer, et maintenant il était forcé de faire face à qui elle était réellement. « Maman, s'il te plaît », implora Théo, s'approchant de mon lit et prenant ma main. « Ne laisse pas cela aller à la police. Céline était hors d'elle. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Elle m'a appelé en pleurant après que tu aies été emmenée, disant qu'elle regrettait, qu'elle avait agi par impulsion. » J'ai retiré ma main, m'éloignant de lui. « Théo, ta fiancée n'a pas agi par impulsion. Elle a planifié cela. Elle est montée sur cette scène, a pris le microphone et m'a délibérément humiliée devant tous les invités avant de m'agresser physiquement. Ce n'était pas une impulsion, c'était une cruauté calculée. »« Mais pourquoi ?» demanda-t-il, la voix désespérée. « Pourquoi ferait-elle cela ?» J'ai respiré profondément. Parce que je savais que la réponse à cette question ouvrirait une boîte de Pandore que nous ne pourrions plus refermer. Parce qu'elle veut te contrôler complètement, Théo. Parce que tant que je suis dans ta vie, il y a quelqu'un qui peut voir à travers elle, quelqu'un qui peut te montrer qui elle est vraiment, et elle ne peut pas accepter cela. Théo a secoué la tête, refusant d'accepter. « Non, maman. Céline m'aime. Elle a juste fait une erreur terrible. » « Une erreur ?» répétai-je, ma voix montant malgré moi. « Théo, elle m'a traîné hors de mon fauteuil roulant et m'a jeté contre une tour de verre devant 200 personnes. Ce n'est pas une erreur, c'est une révélation de qui elle est vraiment. » Le silence qui suivit fut lourd, chargé de toutes les choses non dites qui s'accumulaient depuis des années. Théo se tenait là, déchiré entre la femme qu'il aimait et la mère qui l'avait élevé, incapable de choisir. Incapable de voir la vérité qui était juste devant lui. C'est alors que la porte de la chambre s'est ouverte brusquement et 2 policiers sont entrés, accompagnés d'une femme en tailleur strict qui s'est présentée comme l'inspecteur Martine Leroux. « Madame Brissac, dit-elle d'une voix professionnelle mais compatissante, nous avons visionné la vidéo que Madame Rousseau nous a envoyée. Nous aimerions prendre votre déposition concernant l'agression que vous avez subie aujourd'hui. » Théo a fait un pas en avant, paniqué. « Attendez, s'il vous plaît. Ceci est un malentendu familial. Nous pouvons le régler entre nous. » L'inspecteur Leroux lui a jeté un regard qui ne tolérait aucune objection. « Monsieur, ce que nous avons vu sur cette vidéo n'est pas un malentendu familial. C'est une agression aggravée sur une personne vulnérable. Mademoiselle Céline Moreau est actuellement en garde à vue et nous avons besoin du témoignage de Madame Brissac pour procéder. » Le choc sur le visage de Théo était absolu. « En garde à vue ? Mais c'est ma fiancée, c'est le jour de nos fiançailles. »« Justement !» coupa l'inspecteur, sa voix se durcissant légèrement, ce qui rend son comportement d'autant plus troublant. Une personne capable de faire ce qu'elle a fait, dans un moment qui devrait être joyeux, devant autant de témoins, montre un niveau de violence et de manque de contrôle qui nous préoccupe. Elle s'est tournée vers moi, son expression s'adoucissant. « Madame Brissac, si vous vous sentez prête, j'aimerais entendre votre version des événements de cet après-midi. » J'ai regardé Théo. J'ai vu les larmes couler sur son visage. J'ai vu la supplication dans ses yeux, me demandant silencieusement de protéger Céline, de minimiser ce qui s'était passé. Mais j'ai aussi pensé à toutes les fois où j'avais avalé ma fierté, où j'avais ignoré ses insultes, où j'avais accepté d'être traitée comme un fardeau juste pour maintenir la paix. Et j'ai réalisé que ce n'était pas seulement pour moi que je devais parler maintenant. C'était pour toutes les femmes qui se sont retrouvées dans des situations similaires, silencieuses et invisibles, espérant que leur sacrifice serait remarqué et apprécié. « Inspecteur Leroux, commençai-je, ma voix claire et déterminée. Je suis prête à vous dire exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. La déposition que j'ai donnée à l'inspecteur Leroux cette nuit-là a duré plus de 2 heures, et chaque mot que je prononçais semblait retirer un poids de mes épaules, comme si pendant toutes ces années, j'avais porté le fardeau du silence, et qu'enfin, quelqu'un écoutait vraiment. Je lui ai raconté non seulement les événements du château de Maison,
Mais aussi les 2 années de micro-agressions, de commentaires passifs-agressifs, de tentatives subtiles de Céline pour m'isoler de Théo. L'inspecteur prenait des notes méticuleuses, hochant la tête de temps en temps, et quand j'ai eu terminé, elle m'a regardée avec une expression qui mêlait compassion professionnelle et quelque chose de plus personnel, comme si elle aussi avait connu quelqu'un dans une situation similaire. « Madame Brissac, je dois vous informer que ce cas va probablement aller au tribunal, » dit-elle en refermant son carnet. Avec la vidéo de Madame Rousseau et les témoignages de plusieurs invités que nous avons déjà commencé à recueillir, nous avons des preuves solides d'agression aggravée. Mademoiselle Moreau pourrait faire face à une peine de prison, ainsi qu'à des dommages et intérêts substantiels. Théo, qui était resté assis dans le coin de la chambre pendant toute la déposition, le visage enfoui dans ses mains, a soudainement levé la tête. « De la prison ? Pour Céline ?» Sa voix était rauque, désespérée. « Maman, tu ne peux pas laisser cela arriver. S'il te plaît, retire ta plainte. » Je l'ai regardé, cet homme de 35 ans qui semblait soudainement si jeune, si perdu. « Théo, ce n'est plus entre mes mains maintenant. Et même si c'était le cas, pourquoi devrais-je protéger quelqu'un qui m'a publiquement humilié et physiquement agressé ?» Il s'est levé, s'approchant de mon lit avec des pas chancelants, parce qu'elle est ma fiancée, parce que je l'aime, parce que je ne peux pas perdre une autre personne que j'aime. Ces derniers 2 mots sont sortis dans un sanglot, et j'ai vu la vérité derrière tout cela. Théo n'était pas seulement en train de défendre Céline, il était terrifié à l'idée de l'abandon, terrifié de se retrouver seul comme il l'avait été quand Philippe était mort. « Théo, » dis-je doucement, tendant ma main vers lui malgré tout. « Tu ne vas pas me perdre. Je suis ta mère, je serai toujours là. Mais je ne peux pas et je ne vais pas te soutenir dans une relation avec quelqu'un qui me traite avec si peu de respect et de dignité. » Il a pris ma main, ses doigts tremblants contre les miens. « Mais Céline peut changer, elle peut apprendre, elle était juste. Elle était jalouse, maman, jalouse de notre relation, jalouse du fait que tu sois si importante pour moi. » « Théo, la jalousie ne justifie pas la violence, » intervint l'inspecteur Leroux, sa voix ferme mais pas dure. Et dans mon expérience, quelqu'un capable de ce niveau de violence publique a probablement des antécédents de comportement abusif en privé. Les yeux de Théo se sont écarquillés à ces mots, et j'ai vu quelque chose changer dans son expression, un souvenir flottant à la surface. Il y a eu des moments, admit-il lentement, comme s'il se rendait compte de quelque chose pour la première fois. Des fois où Céline perdait son calme pour de petites choses. Une fois, elle a jeté son téléphone contre le mur parce que j'avais oublié d'acheter le bon type de fromage. Une autre fois, elle a déchiré une chemise que je portais parce qu'elle disait que ça me donnait l'air pathétique. Mais je pensais que c'était juste. Je pensais qu'elle était passionnée, qu'elle avait un tempérament fort. L'inspecteur Leroux et moi avons échangé un regard et je pouvais voir qu'elle pensait la même chose que moi. Ce n'était pas la passion. C'était un schéma de comportement abusif que Théo avait normalisé parce qu'il ne voulait pas voir la vérité. « Monsieur », dit l'inspecteur, sa voix prenant un ton plus éducatif, « ce que vous décrivez sont des signes classiques d'un comportement violent. Le fait que cela ait escaladé jusqu'à l'agression de votre mère suggère que cela aurait pu escalader encore plus si cela n'avait pas été arrêté maintenant. » Avant que Théo puisse répondre, il y a eu un coup à la porte et une jeune policière est entrée, l'air un peu troublé. « Inspecteur Leroux, excusez-moi de vous interrompre, mais nous avons un développement dans l'affaire Moreau. Mademoiselle Moreau demande à parler à Madame Brissac. Elle dit qu'elle a quelque chose d'important à révéler, quelque chose qui pourrait changer toute la situation. » L'inspecteur a froncé les sourcils. Quel genre de révélation? La jeune policière a hésité, regardant Théo avec malaise. Elle dit que cela concerne Monsieur Brissac et un secret financier qu'il cache à sa mère. Le silence qui a suivi cette déclaration était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Théo est devenu blanc comme un linge et j'ai vu la panique pure s'installer dans ses yeux. « Non », murmura-t-il, reculant vers le mur. « Non, elle ne peut pas. Elle a promis. » « Théo, dis-je, ma voix coupante comme du verre. De quoi parle-t-elle? Quel secret financier? » Il a secoué la tête, refusant de me regarder. « Ce n'est rien, maman.
Céline essaie juste de créer une diversion, de détourner l'attention de ce qu'elle a fait. Alors, tu n'as aucune objection à ce que nous écoutions ce qu'elle a à dire ? Demanda l'inspecteur Leroux, observant Théo avec l'œil entraîné de quelqu'un qui avait interrogé des milliers de suspects. Théo a commencé, puis s'est arrêté, réalisant qu'il n'y avait aucune bonne réponse. « Maman, s'il te plaît, ne la laisse pas faire ça. Tout ce qu'elle va dire va être tordu, va être présenté de la pire façon possible pour te retourner contre moi. »« Théo, dis-je, et il y avait une froideur dans ma voix que je n'avais jamais utilisée avec mon fils auparavant. Si tu as quelque chose à me dire, c'est le moment. Parce que si j'apprends par Céline avant de l'apprendre par toi, je ne suis pas sûr de pouvoir te pardonner. » Il a regardé le sol pendant ce qui a semblé être une éternité, ses épaules affaissées sous le poids de ce qu'il portait. Puis, dans un murmure à peine audible, il a dit « L'appartement du Marais, ton appartement, je l'ai hypothéqué. » Mon cœur s'est arrêté. « Tu as fait quoi ?»« J'avais besoin d'argent, » continua-t-il rapidement, les mots se bousculant maintenant comme s'il avait gardé ce secret trop longtemps et qu'il ne pouvait plus le retenir. « L'entreprise que j'ai lancée avec Céline, la start-up technologique dont nous t'avons parlé, elle avait besoin de plus de capital. Les investisseurs ne donnaient pas assez et nous étions sur le point de tout perdre. Céline a suggéré que puisque tu avais mis l'appartement à mon nom il y a 2 ans, je pourrais l'utiliser comme garantie pour un prêt. Je ne pouvais pas respirer. L'appartement du Marais, celui que Philippe et moi avions acheté ensemble il y a 30 ans, celui que j'avais mis au nom de Théo, parce que je voulais m'assurer qu'il aurait toujours un héritage, celui où je vivais maintenant et qui représentait ma sécurité, ma stabilité. « Combien ?» demandai-je, ma voix à peine un murmure. « Combien as-tu emprunté contre mon appartement ?» Théo a avalé difficilement. 750 000 €. Le monde a vacillé autour de moi. 750 000 €, presque la valeur totale de l'appartement. « Et l'entreprise ?» demandai-je, sachant déjà la réponse, mais ayant besoin de l'entendre. « Comment va l'entreprise, Théo ?» Il a fermé les yeux. « Elle a fait faillite il y a 3 mois. Nous avons tout perdu. Et maintenant, la banque. La banque menace de saisir l'appartement si nous ne pouvons pas rembourser le prêt dans les 6 prochains mois. » Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais même pas pleurer. C'était trop énorme, trop dévastateur pour être traité en ce moment. Mon fils, l'enfant que j'avais élevé pour être honnête et responsable, avait hypothéqué mon logement sans me le dire, avait risqué mon avenir pour une entreprise qui avait échoué et avait gardé tout cela secret pendant des mois. « Madame Brissac, » dit doucement Madame Rousseau, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, « respirez. S'il vous plaît, respirez. » Je me suis rendu compte que j'avais effectivement retenu ma respiration et j'ai aspiré de l'air dans mes poumons, sentant la pièce tourner légèrement. L'inspecteur Leroux avait un regard dur fixé sur Théo. « Monsieur Brissac, êtes-vous conscient que ce que vous venez de décrire pourrait constituer une fraude, étant donné que Madame Brissac vit dans cet appartement et n'était pas au courant du prêt ? » « Je n'avais pas le choix !» explosa Théo, sa voix montant dans le désespoir. Céline et moi avions investi tout notre argent dans cette entreprise. Si elle échouait, nous n'aurions plus rien. Alors vous avez décidé de risquer que votre mère handicapée n'ait plus rien à la place ? Répliqua l'inspecteur, sa voix coupante. Vous aviez le choix, monsieur Brissac. Vous auriez pu dire à votre mère la vérité. Vous auriez pu demander son aide. Mais au lieu de cela, vous avez choisi de la trahir. Ce n'est pas comme ça, protesta Théo. J'allais tout arranger. J'allais trouver un moyen de rembourser le prêt avant que maman ne le découvre. Céline disait qu'elle connaissait des investisseurs qui pourraient nous aider, que nous pourrions lancer une nouvelle entreprise et récupérer l'argent. Céline, répétai-je, et soudainement, tout s'est mis en place dans mon esprit avec une clarté terrible. C'était l'idée de Céline, n'est-ce pas? L'hypothèque, garder le secret, tout cela. Théo n'a pas répondu. Mais son silence était une réponse en soi. Et maintenant je comprends pourquoi elle voulait que je sois placée dans une maison de retraite. Si je n'étais plus dans l'appartement, il serait plus facile de le vendre pour rembourser vos dettes, n'est-ce pas? « Maman, non !» commença Théo, mais je l'ai coupé. Et l'accusation publique aujourd'hui,
La tentative de me faire paraître comme une manipulatrice qui feignait sa paralysie, c'était quoi? Un plan pour me discréditer, pour que si je découvrais l'hypothèque et essayais de me battre légalement, personne ne me croirait. Le visage de Théo s'est effondré et j'ai su que j'avais touché juste. Céline n'avait pas agi par impulsion ou par jalousie au château de Maison. Elle avait agi par désespoir, essayant de me détruire publiquement avant que je ne découvre ce qu'ils avaient fait. Et Théo, mon fils, avait été complice de tout cela. « Mon Dieu, Théo !» murmurai-je, sentant quelque chose se briser irrémédiablement en moi. « Qu'es-tu devenu ?» L'inspecteur Leroux s'est éclairci la gorge. « Madame Brissac, avec votre permission, j'aimerais amener mademoiselle Moreau ici pour qu'elle puisse faire sa déclaration. Il semble que cette affaire soit beaucoup plus complexe que nous le pensions initialement. » J'ai hoché la tête, trop épuisé émotionnellement pour faire autre chose. 15 minutes plus tard, Céline est entrée dans la chambre, menottes au poignet, accompagnée de 2 policiers. Elle avait l'air différente sans son maquillage de mariée parfait, son mascara avait coulé de pleurer et sa robe de fiançailles était froissée et tachée. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'était l'expression dans ses yeux, pas de remords, mais de calcul froid, comme un joueur d'échecs évaluant ses prochains mouvements. « Agnelli », commença-t-elle, sa voix prenant un ton de fausse contrition que j'avais appris à reconnaître. « Je suis tellement désolée pour ce qui s'est passé aujourd'hui. J'étais bouleversée, stressée par le mariage, et j'ai agi d'une manière que je regrette profondément. »« Épargnez-moi, » dis-je froidement. « L'inspecteur Leroux m'a dit que vous vouliez me parler de quelque chose d'important. Alors parlez. » Elle a jeté un regard à Théo, et j'ai vu un éclair de quelque chose passer entre eux, un avertissement peut-être, ou une menace. « Très bien, » dit-elle, redressant ses épaules. « Je pense que vous devriez savoir que votre fils bien-aimé et moi n'étions pas seulement partenaires commerciaux dans notre start-up. Nous étions également impliqués dans d'autres. Activités financières. »« Céline, tais-toi » siffla Théo, la panique évidente dans sa voix. Mais elle l'a ignoré, ses yeux fixés sur moi avec une intensité dérangeante. « Nous avons utilisé l'argent du prêt contre votre appartement non seulement pour l'entreprise, mais aussi pour des investissements cryptographiques risqués. Théo pensait qu'il pourrait doubler l'argent rapidement et tout rembourser avant que vous ne le découvriez. Mais les investissements ont échoué et nous avons perdu presque tout. »« Pourquoi me dis-tu cela ?» demandai-je, confuse par sa soudaine volonté de révéler plus d'informations incriminantes. « Pourquoi t'incriminer encore plus ?» Un sourire lent, presque cruel, s'est étendu sur le visage de Céline. « Parce que je ne suis pas la seule à être incriminée, Agnelli. Votre fils est tout aussi coupable que moi, plus même, parce que c'est lui qui a signé les documents hypothécaires, c'est lui qui a fait les investissements. Moi, j'étais juste. Une conseillère. » Elle s'est penchée en avant autant que les menottes le permettaient. « Alors voici ma proposition. Vous retirez votre plainte contre moi, vous témoignez que j'ai agi sous stress émotionnel et que vous me pardonnez, et en échange, je ne témoignerai pas contre Théo dans une action en justice pour fraude. Parce que si cette affaire va au tribunal, Agnelli, ce n'est pas seulement moi qui irai en prison, c'est aussi votre fils. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Je regardais cette femme, cette personne qui avait réussi à manipuler mon fils au point qu'il trahirait sa propre mère, et j'ai réalisé qu'elle était en train d'essayer de me manipuler de la même manière maintenant. Elle utilisait mon amour pour Théo comme une arme, pariant que je sacrifierais ma propre justice pour le protéger. « C'est du chantage », dit l'inspecteur Leroux, sa voix dure. « Mademoiselle Moreau, vous venez juste d'ajouter une autre charge à votre dossier. » Mais Céline a ri, un son amer et sans joie. Est-ce du chantage si je dis simplement la vérité? Théo et moi sommes dans ce pétrin ensemble. Si je tombe, il tombe. C'est aussi simple que cela. J'ai regardé mon fils, qui se tenait contre le mur, le visage dans ses mains, les épaules secouées par des sanglots silencieux. Et j'ai pensé à toutes les années où je l'avais élevé seul après la mort de Philippe. Tous les sacrifices que j'avais faits. Toutes les nuits où j'avais travaillé tard pour m'assurer qu'il ait tout ce dont il avait besoin. Et voilà où nous en étions, dans une chambre d'hôpital, avec mon fils pleurant tandis que sa fiancée essayait de me faire chanter pour sauver leur peau à tous les deux. Mais alors, quelque chose de remarquable s'est produit.
Je me suis souvenu des mots de la docteure Dubois plus tôt dans la soirée, sur la régénération nerveuse, sur la possibilité de remarcher. Et j'ai réalisé que c'était une métaphore pour bien plus que ma condition physique. Pendant 4 ans, j'avais été paralysée non seulement dans mon corps, mais aussi dans ma capacité à me défendre, à fixer des limites, à dire non aux personnes qui me faisaient du mal. J'avais accepté d'être traitée comme moins que je ne valais parce que j'avais peur de perdre mon fils, peur d'être seule. Mais maintenant j'avais le choix. Je pouvais continuer à être paralysée par la peur et la culpabilité, ou je pouvais choisir de me lever, métaphoriquement si ce n'est physiquement, et de réclamer ma dignité. Non, dis-je clairement, ma voix ne tremblant pas. Céline a cligné des yeux, surprise. Non, non, je ne retirerai pas ma plainte. Non, je ne te protégerai pas. Et non, je ne sacrifierai plus ma dignité pour protéger quelqu'un qui a choisi de me trahir. Je me suis tournée vers Théo. Tu es mon fils et je t'aimerai toujours. Mais cet amour ne signifie pas que je vais te permettre de m'utiliser, de me manipuler ou de voler mon avenir. Si tu as commis des crimes, alors tu dois faire face aux conséquences de tes actes, tout comme Céline doit faire face aux siennes. Théo a levé les yeux, le visage ruisselant de larmes. « Maman, s'il te plaît, je suis désolée, je suis tellement désolée. Je sais que tu l'es, répondis-je doucement. Et peut-être qu'un jour, je pourrai te pardonner. Mais ce jour n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu dois assumer la responsabilité de ce que tu as fait. Je me suis tournée vers l'inspecteur Leroux. Je veux déposer une plainte formelle non seulement contre Céline pour agression, mais aussi contre Théo pour fraude concernant l'hypothèque de mon appartement. Je veux également contacter un avocat pour explorer mes options légales pour protéger mon logement. L'inspecteur a hoché la tête avec approbation. Je vais m'assurer que vous ayez accès aux ressources dont vous avez besoin, Madame Brissac. Céline s'est mise à crier alors qu'on l'emmenait de la chambre. « Tu vas le regretter, Agnelli. Tu envoies ton propre fils en prison. Quel genre de mère fait ça ?» Mais je n'ai pas répondu, parce que je savais, au plus profond de moi, que le véritable amour maternel ne signifiait pas protéger son enfant des conséquences de ses actes. Cela signifiait lui apprendre que les actions ont des conséquences, que l'intégrité compte, que la dignité des autres ne doit jamais être sacrifiée pour le gain personnel. Quand la porte s'est fermée derrière Céline et les policiers, laissant seulement Théo, Madame Rousseau et moi dans la chambre, Théo s'est approché de mon lit une dernière fois. « Maman, dit-il, sa voix brisée, est-ce que tu pourras un jour me pardonner ?» J'ai pris une profonde respiration. « Théo, le pardon n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. C'est un processus, et il nécessite que la personne qui a causé du tort montre un véritable remords et un changement. Si tu es prêt à assumer la responsabilité de ce que tu as fait, si tu es prêt à faire le travail difficile de comprendre comment tu en es arrivé là et de devenir une meilleure personne, alors oui, peut-être qu'un jour je pourrai te pardonner. Mais cela dépend de toi, pas de moi. » Il a hoché la tête lentement et j'ai vu dans ses yeux qu'il commençait enfin à comprendre la gravité de ce qu'il avait fait. « Je vais commencer maintenant, » dit-il. « Je vais tout dire à la police, je vais coopérer pleinement. Je vais faire tout ce qu'il faut pour essayer de réparer ce que j'ai cassé. »« C'est un début, » répondis-je. Et alors qu'il quittait la chambre, ses épaules courbées sous le poids de sa culpabilité, j'ai senti quelque chose d'étrange se produire en moi. Ce n'était pas de la joie, ce n'était certainement pas du soulagement. Mais c'était quelque chose qui ressemblait à de la force, à de la clarté, à un sens renouvelé de qui j'étais et de ce que je méritais. Madame Rousseau s'est approchée de mon lit et a pris ma main. « Madame, vous avez été si courageuse ce soir. Je suis fière de vous. »« Merci, » murmurai-je. « Mais maintenant, il faut que je réfléchisse à ce que je vais faire ensuite. J'ai 6 mois avant que la banque ne saisisse mon appartement. Je dois trouver un moyen de sauver mon logement, de reconstruire ma vie. Vous le ferez, dit-elle avec confiance, et je serai là pour vous aider à chaque étape du chemin. » Cette nuit-là, allongée dans le lit d'hôpital, écoutant les bruits familiers des machines et des pas dans le couloir, j'ai pensé à tout ce qui s'était passé en une seule journée extraordinaire et terrible. J'étais partie ce matin comme une femme brisée, paralysée non seulement dans son corps, mais aussi dans son esprit, acceptant d'être maltraitée parce qu'elle avait peur de perdre l'amour de son fils. Et maintenant,
Je me couchais comme quelqu'un de différent, quelqu'un qui avait trouvé sa voie, qui avait fixé des limites, qui avait choisi sa propre dignité plutôt que la fausse paix. Et alors que je fermais les yeux, je sentais à nouveau ce picotement dans ma jambe gauche, ce petit signe que peut-être, juste peut-être, je marcherais à nouveau un jour. Mais qu'importe si je le faisais ou non, je savais une chose avec certitude. Je ne serais plus jamais paralysée par la peur, la culpabilité ou le besoin d'être aimée au détriment de mon propre respect de moi-même. Et c'était, à sa manière, le plus grand pas que je pouvais faire. 6 semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit terrible à l'hôpital, et ma vie avait changé de manière que je n'aurais jamais pu imaginer. J'étais maintenant dans une salle de physiothérapie à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, 3 fois par semaine, travaillant avec une équipe de thérapeutes qui semblait sincèrement investie dans ma récupération. La docteure Dubois avait eu raison. La régénération nerveuse était lente et imprévisible, mais il y avait des progrès. Je pouvais maintenant sentir la pression sur mes 2 pieds, et lors de ma dernière session, j'avais réussi à bouger mes orteils de manière volontaire pour la première fois depuis l'accident. C'étaient de petites victoires, mais elles représentaient quelque chose d'énorme, un retour à une vie que j'avais cru perdue à jamais. Mais ce n'était pas seulement mon corps qui guérissait. Avec l'aide d'un avocat spécialisé en droit immobilier qu'avait recommandé l'inspecteur Leroux, maître Sophie Beaumont, j'avais réussi à bloquer la saisie de mon appartement en démontrant que l'hypothèque avait été contractée frauduleusement sans mon consentement. La banque avait accepté un règlement. Le prêt serait restructuré avec des paiements que je pourrais gérer et Théo serait tenu légalement responsable de rembourser la totalité du montant. Théo lui-même était en probation, ayant plaidé coupable aux accusations de fraude en échange d'une peine avec sursis et de travaux d'intérêt général. Nous ne nous étions pas parlé depuis cette nuit à l'hôpital, mais Madame Rousseau me tenait informée de temps en temps. Il vivait seul maintenant, ayant rompu avec Céline qui était en attente de jugement pour agression aggravée. C'était un mardi matin pluvieux de juillet quand j'ai reçu une lettre inattendue. Madame Rousseau l'avait ramassée avec le courrier habituel et me l'avait tendue avec un regard curieux. « C'est de Théo », dit-elle doucement. Mon cœur s'est serré. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes et ai commencé à lire son écriture familière. « Chère maman », commençait la lettre, « je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit, et je n'écris pas pour demander ton pardon ou pour essayer de me justifier. J'écris parce que ma thérapeute dit que je dois faire amende honorable. Et même si elle dit que tu n'es pas obligé d'accepter mes excuses, j'ai besoin que tu saches certaines choses. » La lettre continuait avec une honnêteté douloureuse. Théo expliquait comment il avait passé les dernières semaines en thérapie à essayer de comprendre comment il en était arrivé là. Comment la peur d'être abandonné après la mort de Philippe et mon accident l'avait rendu vulnérable à la manipulation de Céline. Il reconnaissait que ce n'était pas une excuse, mais une explication. Il admettait que Céline ne l'aimait pas vraiment, qu'elle aimait l'idée de ma famille et l'héritage financier qu'elle pensait qu'il avait. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes bientôt », continuait la lettre. « Mais je veux que tu saches que je vais passer le reste de ma vie à essayer d'être la personne que tu méritais d'avoir comme fils. Je vais rembourser chaque centime de ce prêt, même si cela me prend des années. Il y a une dernière chose que je veux te dire, concluait Théo. Quand tu m'as dit que tu allais porter plainte contre moi, j'étais en colère sur le moment. Mais maintenant je comprends que c'était la chose la plus aimante que tu pouvais faire. En refusant de me protéger des conséquences de mes actes, tu m'as forcé à grandir, à faire face à qui j'étais devenue. Alors merci, maman. Merci de m'avoir aimée assez pour être forte quand j'étais faible. Je t'aime et je suis désolée. Théo. J'ai plié la lettre avec des mains tremblantes et l'ai tenue contre ma poitrine, laissant les larmes couler librement. Madame Rousseau s'est approchée et m'a entourée de ses bras. « C'est une bonne lettre », dit-elle doucement. « C'est le genre de lettre qui vient de quelqu'un qui fait vraiment le travail de changer. »« Oui », ai-je répondu à travers mes larmes. « Mais cela ne change pas ce qui s'est passé. Cela ne répare pas la trahison. »« Non », acquiesça-t-elle, « mais c'est un début. » Les semaines suivantes ont apporté plus de changements. Ma physiothérapie progressait au point où je pouvais maintenant me tenir debout avec un support pendant de courtes périodes. L'inspecteur Leroux venait me voir de temps en temps, non pas pour des questions officielles, mais parce que nous étions devenus quelque chose comme des amis.
Elle m'a dit un jour qu'elle avait rarement vu quelqu'un gérer une situation aussi difficile avec autant de grâce et de force. « Vous savez, Madame Brissac, » avait-elle dit lors d'une de ses visites, « j'ai travaillé dans la police pendant 23 ans et j'ai vu beaucoup de victimes d'agressions. Certaines se referment complètement, certaines deviennent amères et vengeresses. Mais vous avez transformé ce qui vous est arrivé en quelque chose de plus grand. » C'était lors d'une session de physiothérapie particulièrement intense en août que quelque chose de remarquable s'est produit. Mon thérapeute principal, Marc, un homme dans la trentaine avec une patience infinie et des mains expertes, m'avait fait travailler sur des exercices de renforcement musculaire quand il a dit « Madame Brissac, aujourd'hui je veux essayer quelque chose de nouveau. Je veux voir si vous pouvez porter un peu de poids sur vos jambes avec un minimum de support. » Mon cœur a commencé à battre plus vite. « Vous pensez que je suis prête ? » « Je pense que nous ne le saurons pas tant que nous n'aurons pas essayé, » répondit-il avec un sourire encourageant. Il m'a positionné dans les barres parallèles, un support de chaque côté où je pouvais tenir pour garder l'équilibre. Madame Rousseau était là, comme elle l'était pour chaque session, tenant son téléphone prêt à filmer. « Maintenant, » dit Marc, se tenant derrière moi pour me stabiliser, « je vais compter jusqu'à 3 et je veux que vous essayiez de pousser sur vos jambes juste un tout petit peu. 1, 2, 3. J'ai fermé les yeux, j'ai pris une profonde respiration et j'ai concentré toute mon attention sur mes jambes. Et puis, miracle des miracles, j'ai senti quelque chose bouger. Mes jambes ont répondu « pas beaucoup ». Pas assez pour me soutenir complètement, mais assez pour que Marc puisse le sentir. « Madame Brissac !» s'exclama-t-il, la surprise et la joie évidentes dans sa voix. « Vous l'avez fait, vous avez porté du poids sur vos jambes !» J'ai ouvert les yeux et j'ai vu Madame Rousseau pleurer, son téléphone tremblant dans ses mains alors qu'elle filmait. « Encore », dit Marc, « essayons à nouveau. » Et je l'ai fait, encore et encore, chaque fois sentant mes jambes répondre un peu plus. Ce n'était pas de la marche, pas même proche, mais c'était un progrès d'une manière que je n'avais jamais osé espérer. Quand la session s'est terminée, j'étais épuisée, mais exaltée. Marc m'a dit que si je continuais à ce rythme, il était possible que dans 6 mois à 1 an, je puisse marcher avec l'aide de béquilles ou d'un déambulateur. Cette nuit-là, de retour dans mon appartement du Marais, je me suis assise près de la fenêtre, regardant les rues pavées de Paris illuminées par les lampadaires. Je pensais à tout ce qui s'était passé au cours des 3 derniers mois, à la femme que j'étais ce jour de mai au château de Maison, et à la femme que j'étais devenue. J'avais perdu beaucoup, mais j'avais aussi gagné tellement. J'avais gagné le respect de moi-même. J'avais gagné la capacité de fixer des limites et de les maintenir. J'avais gagné une compréhension plus profonde de ce que signifie vraiment l'amour. Et j'avais gagné quelque chose que je n'avais jamais eu auparavant, l'espoir que ma vie n'était pas finie, qu'il y avait encore des chapitres à écrire, des expériences à vivre, des victoires à célébrer. Mon téléphone a sonné, m'arrachant à mes pensées. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas. « Allô ? Madame Brissac, je m'appelle Françoise Mercier. Je suis journaliste pour Le Figaro. J'ai entendu parler de votre histoire par l'inspecteur Leroux. Et je me demandais si vous seriez intéressée à être interviewée pour un article que nous préparons sur les agressions familiales et le courage de se défendre. » Mon premier instinct a été de refuser. Mais alors j'ai pensé à toutes les autres femmes qui étaient peut-être dans des situations similaires, silencieuses, parce qu'elles avaient peur. « Dites-moi plus sur l'article », dis-je finalement. Madame Mercier a expliqué qu'il faisait une série sur les abus envers les personnes âgées, en particulier ceux qui viennent de membres de la famille. Votre cas est unique parce qu'il implique non seulement une agression physique, mais aussi une fraude financière, et parce que vous avez choisi de poursuivre des accusations légales contre votre propre fils. Votre volonté de prioriser la justice et la responsabilité est quelque chose que je pense que beaucoup de gens ont besoin d'entendre. Après avoir réfléchi et consulté Madame Rousseau, j'ai accepté. Je pense que votre histoire pourrait aider beaucoup de gens, m'avait-elle dit. Et si cela aide quelqu'un, ne vaudrait-il pas la peine de partager votre douleur ? 2 semaines plus tard, l'article est paru dans Le Figaro. C'était une longue pièce qui racontait toute mon histoire, de l'agression au château de Maison à ma décision de porter plainte, jusqu'au progrès de ma récupération physique. La réponse a été immédiate et accablante.
J'ai reçu des centaines de lettres et d'emails de femmes de toute la France, beaucoup partageant leurs propres histoires d'abus familiaux, beaucoup me remerciant d'avoir parlé, beaucoup disant que mon histoire leur avait donné le courage de se défendre dans leur propre situation. C'était un après-midi de septembre, presque 4 mois, jour pour jour, après l'incident au château, quand j'ai reçu une autre visite inattendue. Madame Rousseau est entrée dans le salon avec une expression étrange sur le visage. « Madame, vous avez un visiteur, c'est Théo. Il demande s'il peut vous voir juste pendant quelques minutes. » Mon cœur s'est mis à battre plus vite. « Dites-lui qu'il peut entrer, » dis-je finalement, « mais restez dans la pièce adjacente, s'il vous plaît. » Quand Théo est entré, j'ai été choquée par le changement dans son apparence. Il avait perdu du poids, ses yeux avaient des cernes sombres en dessous, et il y avait une humilité dans sa posture qui n'avait jamais été là auparavant. « Maman, » dit-il, s'arrêtant à une distance respectueuse, « merci de me recevoir. Je sais que je n'ai aucun droit de demander votre temps. »« Assieds-toi, Théo, » dis-je, indiquant le canapé en face de moi. Il s'est assis au bord du coussin, ses mains jointes devant lui, et pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Puis il a pris une profonde respiration. J'ai lu l'article dans le Figaro. J'ai lu toutes les lettres qu'ils ont publiées de personnes que ton histoire a aidées. Et j'ai réalisé quelque chose. En essayant de protéger mon image, j'ai privé d'autres personnes de la possibilité d'apprendre de mes erreurs. Mais toi, en étant courageuse assez pour dire la vérité, tu as transformé quelque chose de terrible en quelque chose de significatif. Il m'a expliqué qu'il avait commencé à rembourser le prêt, qu'il travaillait maintenant pour une organisation à but non lucratif aidant les personnes âgées avec la littératie financière. C'est ironique, je sais, que quelqu'un qui a commis une fraude contre sa propre mère travaille maintenant pour prévenir la fraude. Mais ma thérapeute dit que c'est un bon moyen de transformer ma culpabilité en action positive. « Je suis fière de toi pour faire ces changements, » dis-je finalement. « Mais tu dois comprendre, Théo, que les actions comptent plus que les mots. Ce qui compte vraiment, c'est si tu maintiens ces changements sur le long terme. »« Je comprends, » dit-il, hochant la tête. « Et c'est pourquoi je ne te demande pas de me laisser revenir dans ta vie maintenant. Mais j'espère que peut-être, dans 1 an ou 2, si j'ai montré que je suis vraiment différent, tu pourrais envisager de me donner une chance de reconstruire notre relation. »« Peut-être, » dis-je prudemment, « mais cela dépendra de toi, pas de moi. » Les mois suivants ont été remplis de plus de thérapie physique, plus de progrès, plus de victoires. En novembre, 6 mois après l'agression, j'ai réussi à marcher 3 mètres avec un déambulateur, sans aide. Marc et toute l'équipe de physiothérapie étaient en larmes, et Madame Rousseau a filmé le moment entier. Le procès de Céline a eu lieu en décembre, et j'ai dû témoigner en tant que victime. Céline a été reconnue coupable d'agression aggravée et condamnée à 8 mois de prison, suivie d'une période de probation et d'une ordonnance de restriction permanente. En écoutant le verdict, je n'ai ressenti ni joie ni tristesse, juste une sorte de clôture, un sentiment que justice avait été rendue. C'était la veille de Noël, alors que je regardais la neige tomber doucement sur Paris depuis mon appartement du Marais, que j'ai réalisé quelque chose de profond. Pendant tant d'années, j'avais pensé que mon bonheur et ma valeur dépendaient des autres, de leur amour, de leur approbation. Mais maintenant, assise dans mon appartement avec seulement Madame Rousseau dans la pièce adjacente, je me sentais plus heureuse et plus en paix que je ne l'avais été depuis des années. Parce que j'avais appris la leçon la plus importante de toutes, que notre valeur ne vient pas de la façon dont les autres nous traitent, mais de la façon dont nous nous traitons nous-mêmes. Mon téléphone a sonné, interrompant mes réflexions. C'était une voix que je n'avais pas entendue depuis des décennies. « Agnelli, c'est Marguerite, Marguerite Fontaine. Nous étions au lycée ensemble à Lyon. » Mon cœur a fait un bond. Marguerite et moi avions été les meilleures amies pendant nos années de lycée. « Marguerite, mon Dieu, ça fait combien de temps ?»« 43 ans, répondit-elle avec un rire chaleureux. J'ai lu ton histoire dans le Figaro, et je me demandais si tu accepterais de venir me rendre visite après les fêtes. J'ai quelques amis ici qui ont formé un groupe de soutien pour les femmes de notre âge qui ont vécu des situations similaires, et je pense que ton histoire pourrait vraiment les inspirer. L'idée de voyager à Lyon, de revoir Marguerite après tant d'années, de peut-être aider d'autres femmes, c'était à la fois excitant
et un peu terrifiant. Mais n'était-ce pas exactement le genre de choses que la nouvelle Agnelli ferait? J'aimerais beaucoup, répondis-je finalement. Ma vie, qui avait semblé si limitée pendant si longtemps, s'ouvrait maintenant de manières inattendues. Je n'étais plus seulement la femme dans le fauteuil roulant qui avait été trahie. J'étais Agnelli Brissac, survivante, militante, quelqu'un dont l'histoire pouvait faire une différence. En mars, 9 mois après l'agression, lors d'une session de physiothérapie, Marc m'a demandé d'essayer quelque chose de nouveau. « Madame Brissac, je pense que vous êtes prête à essayer de marcher sans le déambulateur, juste avec des béquilles. » Mon cœur a commencé à battre rapidement. Il m'a positionnée avec une béquille de chaque côté, ses mains prêtes à me rattraper. Maintenant, un pas à la fois. Pas besoin de se précipiter. J'ai pris une profonde respiration, j'ai serré les béquilles et j'ai levé mon pied droit du sol. Puis, tremblante mais déterminée, j'ai fait un pas en avant, puis un autre encore. Madame Rousseau pleurait ouvertement, filmant chaque instant précieux. Marc marchait à mes côtés, me guidant, m'encourageant. « Continuez, Madame Brissac, vous y arrivez, vous marchez !» Et c'était vrai. Après 4 ans dans un fauteuil roulant, après avoir été jetée au sol par quelqu'un qui voulait me détruire, après avoir découvert les trahisons et les mensonges, après avoir trouvé le courage de me défendre et de fixer des limites, j'étais là, faisant quelque chose que les médecins avaient dit impossible. Je marchais. Ce n'était que 5 pas avant que mes jambes ne cèdent et que Marc ne me rattrape doucement. Mais c'était 5 pas de plus que je n'avais fait en 4 ans. C'était 5 pas vers une nouvelle vie, une nouvelle identité, une nouvelle compréhension de qui j'étais et de ce dont j'étais capable. Quand Marc m'a aidée à m'asseoir, j'étais épuisée mais rayonnante. « Vous l'avez fait », dit-il, sa voix remplie de fierté et d'émotion. « Madame Brissac, vous avez marché, et ce n'est que le début. » Il avait raison, ce n'était que le début. Le début d'une récupération qui prendrait encore des mois, peut-être des années. Le début d'une relation reconstruite avec Théo, si je choisissais de lui donner cette chance. Le début d'un nouveau chapitre où j'utiliserais mon histoire pour aider d'autres femmes à trouver leur voie et leur force. Le début d'une vie où je ne serais plus définie par ce qui m'avait été fait, mais par comment j'avais choisi de répondre. Ce soir-là, alors que je m'asseyais près de la fenêtre de mon appartement du Marais, regardant les lumières de Paris scintiller dans l'obscurité, j'ai pensé à tout le chemin parcouru. De la femme brisée sur le sol du château de maison, couverte de champagne et de verre brisés, à la femme qui se tenait maintenant devant moi dans le reflet de la fenêtre. Plus forte, plus sage, plus complète. La douleur de ce qui s'était passé ne disparaîtrait jamais complètement. Et les cicatrices, physiques et émotionnelles, resteraient avec moi pour toujours. Mais ces cicatrices ne me définissaient plus. Elles étaient simplement des preuves de ce que j'avais survécu, de ce que j'avais surmonté, de la force que j'avais trouvée en moi-même quand j'en avais le plus besoin. J'ai pensé à toutes les femmes qui m'avaient écrit, qui m'avaient contacté, qui avaient partagé leurs propres histoires de douleur et de courage. J'ai pensé aux femmes que je rencontrerais à Lyon, aux vies que je pourrais peut-être toucher simplement en étant honnête sur ma propre expérience. J'ai pensé à ma relation avec Théo, si fragile maintenant, si incertaine, mais avec une possibilité, si mince soit-elle, de guérison et de reconstruction, basée cette fois sur l'honnêteté et le respect mutuel plutôt que sur la culpabilité et l'obligation. Et j'ai pensé à moi-même, à Agnelli Brissac, une femme qui avait appris la leçon la plus difficile mais la plus importante de sa vie, que l'amour-propre n'est pas de l'égoïsme, que fixer des limites n'est pas de la cruauté, que se défendre n'est pas une trahison de ceux qu'on aime. C'est la base sur laquelle toutes les relations saines doivent être construites. Et sans elle, nous ne sommes pas vraiment nous-mêmes. Nous ne sommes que des ombres de ce que nous pourrions être. Le téléphone a sonné une dernière fois ce soir-là. C'était Théo. « Maman », dit-il quand j'ai répondu, sa voix hésitante. « Madame Rousseau m'a envoyé la vidéo de toi marchant aujourd'hui. Je ne savais pas si elle aurait dû, mais je voulais juste te dire que je suis tellement fière de toi. Je sais que je n'ai pas le droit de dire ça. Je sais que je t'ai fait du mal d'une manière que je ne pourrais peut-être jamais réparer complètement. Mais je voulais que tu saches que te voir faire ces pas aujourd'hui, c'était comme voir un miracle.
Et cela m'a rappelé que si tu peux faire l'impossible, si tu peux te relever après tout ce qui s'est passé, alors peut-être qu'il y a de l'espoir pour moi aussi. Peut-être que je peux devenir la personne que tu méritais d'avoir comme fils. J'ai écouté ces mots et pour la première fois depuis cette terrible nuit à l'hôpital, j'ai senti quelque chose se détendre en moi. Pas du pardon, pas encore, mais quelque chose qui pourrait, avec le temps et le travail, devenir du pardon. Théo, dis-je doucement, je ne peux pas te promettre que les choses redeviendront comme avant. Ce qui s'est passé a changé notre relation de façon permanente. Mais je peux te dire ceci, si tu continues à faire le travail que tu as commencé, si tu montres par tes actions et pas seulement par tes mots que tu as vraiment changé, alors peut-être, un jour, nous pourrons construire quelque chose de nouveau. Pas ce que nous avions, parce que c'était construit sur des fondations malsaines, mais quelque chose de mieux, quelque chose de plus honnête. « C'est tout ce que je peux demander, » répondit-il. Et j'ai entendu le soulagement dans sa voix. « Merci, maman. Merci de ne pas avoir abandonné complètement l'idée de moi. » Après avoir raccroché, je suis restée assise dans le silence, sentant le poids de la journée, le poids de tous ces mois, se poser sur mes épaules. Mais ce n'était pas un poids écrasant. C'était le poids d'une vie pleinement vécue, de choix difficiles faits, de batailles durement gagnées. Madame Rousseau est entrée dans la pièce avec 2 tasses de tisane chaude. « Vous devriez vous reposer, madame, » dit-elle doucement. « Vous avez eu une journée extraordinaire. »« Oui, » acquiesçai-je, prenant la tasse et sentant la chaleur se répandre dans mes mains. Une journée extraordinaire à la fin de plusieurs mois extraordinaires. Et ce n'est que le début, dit-elle en écho aux mots de Marc plus tôt. Le début de quoi exactement? Je ne sais pas encore, répondis-je. Mais pour la première fois en très longtemps, je suis excitée de le découvrir. Cette nuit-là, avant de dormir, j'ai écrit une dernière chose dans le journal que j'avais commencé à tenir depuis l'incident. Aujourd'hui, j'ai fait 5 pas. 5 pas qui représentent tellement plus que le simple mouvement physique. Ils représentent chaque choix difficile que j'ai fait pour me défendre, chaque limite que j'ai fixée, chaque fois que j'ai choisi ma dignité plutôt que la paix facile. Ils représentent la femme que je suis devenue, pas parfaite, pas sans blessure, mais debout, ou du moins en train d'apprendre à l'être à nouveau. Et demain, j'essaierai de faire 6 pas, et le jour suivant, peut-être 7. Parce que c'est ainsi que nous reconstruisons nos vies, pas en grands gestes dramatiques, mais en petits pas courageux, jour après jour, jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans un endroit que nous n'aurions jamais cru possible. Je suis Agnélie Brissac, j'ai 69 ans et je viens juste de commencer à vivre vraiment. Vous venez d'entendre mon histoire, et je sais que certaines d'entre vous ont senti leur cœur se serrer en reconnaissant des échos de leur propre vie dans mes mots. Peut-être avez-vous aussi été celle qu'on a poussée dans un coin, celle dont on a minimisé la douleur, celle qui a avalé sa dignité jour après jour pour préserver une paix qui n'en était pas vraiment une. Je veux que vous sachiez quelque chose d'essentiel. Votre silence ne vous protège pas, il vous emprisonne. Et aujourd'hui, ici, dans cet espace que nous partageons, je vous invite à briser ce silence. Écrivez-moi d'où vous m'écoutez. Racontez-moi si vous auriez eu le courage de faire ce que j'ai fait ou si mon histoire vous donne la force de commencer à tracer vos propres limites. Vos mots dans les commentaires ne sont pas de simples lettres sur un écran. Ce sont des ponts entre nos solitudes, des preuves que nous ne sommes pas seuls dans nos combats. Pendant des années, j'ai cru que l'amour signifiait se sacrifier jusqu'à disparaître, que ma valeur dépendait de ma capacité à tout accepter sans broncher. Mais ce jour où Céline m'a jeté au sol, quelque chose s'est brisé en moi. Oui, mais quelque chose s'est aussi réveillé. Cette femme de 69 ans qui marche maintenant avec des béquilles, qui ose raconter son histoire sans honte, qui a choisi la justice plutôt que le silence, c'est celle que j'aurais dû être depuis toujours. Et vous aussi, vous méritez de retrouver cette femme forte qui existe en vous, celle qui sait dire non, celle qui refuse d'être invisible. Si mon récit a touché quelque chose au fond de vous, si vous sentez que le moment est venu de ne plus accepter l'inacceptable, abonnez-vous à cette chaîne. Parce qu'ici, nous construisons ensemble un espace où nos voix comptent,
où notre âge n'est pas une faiblesse mais une sagesse, où nos histoires deviennent la lumière qui guide d'autres femmes hors de l'obscurité. Je ne sais pas ce qui vous attend demain, mais je sais une chose avec certitude. Chaque jour où vous choisissez de vous respecter, chaque fois que vous refusez d'être diminué, chaque moment où vous osez dire votre vérité, vous faites un pas vers la femme que vous êtes vraiment. Ces pas ne sont pas toujours faciles. Mes jambes tremblaient tellement lors de mes premiers pas après 4 ans dans ce fauteuil, mais ils sont nécessaires. Alors dites-moi, là, maintenant, dans les commentaires, qu'est-ce que mon histoire a réveillé en vous? Quelles limites allez-vous oser fixer aujourd'hui? De quel coin de France, d'Algérie, de Belgique, du monde francophone m'écoutez-vous? Vos témoignages ne sont pas de simples commentaires. Ce sont des actes de courage, des déclarations d'existence, des promesses que nous nous faisons à nous-mêmes de ne plus jamais nous laisser écraser. Ensemble, pas à pas, nous réapprenons à marcher la tête haute. Et cela, personne ne pourra jamais nous l'enlever.